Le calendrier. Comme Robinson Crusoe marquait d'un trait chacun des jours passés sur son île, nos ancêtres, qu'ils soient agriculteurs ou astronomes, ont essayé de quantifier le temps qui passe, et d'identifier les phénomènes cycliques. Bon, le soleil se lève et se couche, c'est évident et il n'y a pas besoin d'être un astronome averti pour l'observer. La Lune change de forme et devient toute ronde régulièrement au bout d'à peu près 30 couchers de soleil. Et comme nous l'avons vu précédemment, les étoiles reviennent au même endroit au bout d'à peu près 360 couchers de soleil et d'à peu près 12 cycles de lune. Comme les Babyloniens comptaient en base 12, ils se servaient paraît-il du pouce pour compter les phalanges des 4 autres doigts, que 30 est multiple de 6, la moitié de 12, et que 360 est un multiple de 12, tout paraissait donc logique et notre environnement réglé par le chiffre 12. Basé sur ce principe, ils ont donc divisé le jour en 12 heures, et la nuit en 12 heures. Le multiple de 12 le plus pratique est sans aucun doute le chiffre 60, il est divisible par 2, 3, 4 et 5. Ils ont donc subdivisé les heures en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. Autant le découpage de la journée était facile, autant celui de l'année était un peu plus compliqué. En effet, bien souvent, on essayait de diviser l'année, qui est une notion solaire puisque c'est le temps que met la Terre pour en faire le tour, en mois lunaire qui est une notion lunaire puisque c'est le temps que met la Lune à se retrouver dans la même position dans le ciel à la même heure. Nous verrons que ce n'est pas exactement le temps que met la Lune à faire le tour de la Terre. Et bien évidemment, ça ne collait pas. Mais revenons à nos moutons, le calendrier romain. L'origine de notre calendrier est le calendrier romain, créé par Romulus vers 750 avant JC, d'après la légende. Ce calendrier était un calendrier lunaire issu des calendriers grecs et étrusques. On n'en sait pas vraiment beaucoup sur lui et les informations sont assez floues. Elles ont été déduites bien souvent de bouts de phrases sur des papyrus retrouvés et du coup les interprétations peuvent parfois diverger. On sait qu'il contenait 10 mois de 30 et de 31 jours, ce qui nous faisait un total de 304 jours. Son début coïncidait à peu de choses près avec l'équinoxe de printemps. Le nom des 5 premiers mois était dédié à des dieux et les autres à leur numéro, ce qui nous donnait Martius, 31 jours, dédié à Mars, dieu de la guerre et de l'agriculture. Aprilis, 30 jours, dédié à Aphrodite, déesse des plaisirs et de la beauté. Maius, 31 jours, dédié à Maia, déesse de la croissance. Junius, 30 jours, dédié à Junon, reine des dieux et du ciel. Quintilis, 31 jours. Sextilis, 30 jours. September, 30 jours. October, 31 jours. November, 30 jours. December, 30 jours. Une fois tous ces mois écoulés avec leurs 304 jours, on ajoutait des jours, environ 61, jusqu'à l'arrivée du nouvel équinoxe de printemps et ainsi de suite. Ce n'était quand même pas très pratique. Le successeur de Romulus, Numa Pompeius, décida donc de réformer ce calendrier vers 713 avant JC, en ajoutant 2 nouveaux mois, janvier et février, à la fin pour y coller ses jours en trop. Il voulait par là avoir une année avec le nombre maximal de lunaisons. On savait à l'époque qu'une lunaison durait environ 29,5 jours.
Ce nombre de jours que cherchait Pompeius était donc de 29, 5 par 12 égale 354 jours, mais les nombres pairs portant malheur, c'est 355 qui fut choisi. Ils sont fous ces Romains. Pour combler le trou entre les 304 jours actuels et l'objectif des 355 jours, il lui manquait donc 51 jours à ajouter sur ces deux nouveaux mois. Mais il ne pouvait pas définir de mois de 25 jours, c'était trop peu. Il décida donc de récupérer des jours en faisant passer les 6 mois de 30 jours à 29 jours pour récupérer 6 jours, ce qui lui faisait donc 57 jours à partager en deux sur les deux nouveaux mois. 28 jours pour le mois de février, dédié à Fébroa, dieu de la mort et de la purification, et 29 jours pour janvier, dédié à Janus, dieu gardien des passages. À part le mois de février, tous les mois avaient alors un nombre de jours impair, c'était quand même plus confortable. On peut remarquer qu'à cette époque, janvier et février étaient inversés et placés en fin d'année. La nouvelle répartition des mois était donc Martius 31 jours, Aprilis 29 jours, diminué d'un jour Maius 31 jours, Junius 29 jours, diminué d'un jour Quintilis 31 jours, Sextilis 29 jours, diminué d'un jour September 29 jours, diminué d'un jour October 31 jours, November 29 jours, diminué d'un jour December 29 jours, diminué d'un jour Februarius 28 jours, Januarius 29 jours. Une fois ces mois terminés, il restait donc encore quelques jours pour finir l'année et passer des 355 jours aux 365 jours de l'année. Il fut donc décidé d'ajouter un mois intercalaire de 22 ou 23 jours tous les 2 ans, et puis de temps en temps on rajoutait des jours supplémentaires pour rattraper un éventuel décalage, encore fallait-il y penser. Ce calendrier dura jusqu'en 450 avant JC. Pour une raison assez obscure, février et janvier furent inversés. Et le mois intercalaire, appelé Mercedonius, ramené à 22 jours et placé tous les 2 ans entre le 23 et 24 février. La nouvelle répartition était alors Martius 31 jours, Aprilis 29 jours, Maius 31 jours, Junius 29 jours, Quintilis 31 jours, Sextilis 29 jours, September 29 jours, October 31 jours, November 29 jours, December 29 jours, Januarius 29 jours, Februarius 28 jours, Mercedonius ou mois intercalaire 22 jours tous les 2 ans entre le 23 et 24 février. Bon, là, on peut se demander le réel intérêt de cette réforme qui n'apportait pas vraiment de simplicité. En plus, il fallait toujours rattraper le tir de temps en temps en rajoutant des jours par-ci par-là. Vers 200 avant JC, janvier et février furent placés en début d'année, pour une collée avec le calendrier religieux romain et le calendrier devint C'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui il y a un décalage entre le nom des mois et leur position. Septembre est le 9e mois de l'année alors que son nom indique que c'est le 7e. Octobre est le 10e mois de l'année alors que son nom indique que c'est le 8e. Novembre est le 11e mois de l'année alors que son nom indique que c'est le 9e. Décembre est le 12e mois de l'année alors que son nom indique que c'est le 10e.
Et ce qui devrait arriver arriva, certaines années. Le mois intercalaire, qui était fixé par celui qu'on appelait Pontifex Maximus ou le Grand Pontife, fut oublié et un décalage de plus en plus important s'installa. Le calendrier julien. En 46 avant JC, un certain Jules César, qui était alors Pontifex Maximus, décida de supprimer une fois pour toutes ce mois intercalaire qui posait tant de problèmes. Merci Jules. Il créa alors le calendrier julien qui, vous allez voir, était moins compliqué et surtout, commençait vraiment à ressembler à celui que nous connaissons. Il se fit aider d'astronomes et commença d'abord par ajouter 90 jours à l'année moins 46 pour supprimer le décalage qui avait grossi petit à petit. Cette année-là fut très longue puisqu'elle compta 445 jours. Comme César supprima le mois intercalaire de 22 jours tous les 2 ans, soit 11 jours par an, il ajouta 10 jours sur les mois qui comportaient le moins de jours de manière à obtenir une alternance de mois de 30 et 31 jours pour obtenir le calendrier suivant. Januarius, 31 jours, gonflé de 2 jours. Februarius, 29 jours, gonflé d'1 jour. Martius, 31 jours. Aprilis, 30 jours, gonflé d'1 jour. Maius, 31 jours. Junius, 30 jours, gonflé d'1 jour. Quintilis, 31 jours. Sextilis, 30 jours, gonflé d'1 jour. September, 31 jours, gonflé de 2 jours. October, 30 jours, diminué d'1 jour. November, 31 jours, gonflé de 2 jours. December, 30 jours, gonflé d'1 jour. Ce qui nous faisait 365 jours. César, sachant que la durée de l'année était de 365,25 jours, il décida donc d'ajouter un jour au mois de février tous les 4 ans. Et au lieu de rajouter un 30e jour à février, il préféra doubler le 24 février. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et vous verrez dans quelques lignes que cela a une incidence sur notre vocabulaire d'aujourd'hui. Après la mort de César un an plus tard, en 44 avant JC, Marc-Antoine décida de changer le nom du mois de naissance de César, Quintilis, en Julius en hommage à Jules. Le successeur de César était son fils Auguste et le Sénat, en 8 avant JC. Pour l'honorer, il avait permis de rattraper un nouveau décalage après la mort de César suite à des oublis successifs de doubler le 24 février, fit changer le nom du mois Sextilis en Augustus. La légende veut, mais certaines interprétations divergent, que Sextilis, donc Augustus, contenant un jour de moins que Julius. Il était impensable qu'on honorât Auguste un jour de moins que Jules César. Pour établir un équilibre, on ajouta donc un jour au mois d'Augustus que l'on prit au mois de février, qui passa donc à 28 jours. Mais cela créait un problème, car maintenant, on avait 3 mois de suite à 31 jours, Julius, Augustus et September. Il fut donc décidé d'inverser les nombres de jours des 4 derniers mois de l'année pour établir un équilibre. Le calendrier fut alors Januarius, 31 jours, Februarius, 28 jours, diminué d'1 jour. Martius, 31 jours. Aprilis, 30 jours. Maius, 31 jours. Junius, 30 jours. Julius, 31 jours. Augustus, 31 jours, gonflé d'1 jour. September, 30 jours, diminué d'1 jour. October, 31 jours, gonflé d'1 jour. November, 30 jours, diminué d'1 jour. December,
31 jours, gonflé d'un jour. Le 24 février fut toujours doublé tous les 4 ans pour obtenir une année moyenne de 365,25 jours. Les Romains ne comptaient pas les jours de 1 à 29, 30 ou 31 comme nous le faisons aujourd'hui, mais comptaient les jours qui les séparaient du changement suivant. Ainsi, les derniers jours de février s'appelaient 28 février, Pridi Calendas Marcia, veille de mars, 27 février, Ant Diem Tertium Calendas Marcia, 3 jours avant les calendes de mars. Stop. 2 explications s'imposent. Tout d'abord, le terme calendas, calende, signifie le premier jour du mois. Ensuite, l'avant-veille ne se dit pas 2 jours avant, mais 3 jours avant. Probablement qu'ils comptaient le jour de départ et le jour d'arrivée dans leur comptage. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui sans le savoir quand on dit « dans 8 jours » pour dire « dans une semaine », alors qu'on sait que la semaine comporte 7 jours. Bon, continuons notre décompte. 26 février, Ant Diem Cartum Calendas Marcia, 4 jours avant les calendes de mars. 25 février, Ant Diem Quintum Calendas Marcia, 5 jours avant les calendes de mars. 24 février, Ant Diem Sextum Calendas Marcia, 6 jours avant les calendes de mars. Tous les 4 ans, on doublait le 24 du mois, en introduisant un jour 24 bis qui s'appelait donc 24 février bis, Ant Diem bis Sextum Calendas Marcia. Ce terme bis-sextum est à l'origine du terme français bissextile. Le terme « année bissextile » vient donc du fait que c'était l'année où le 6e jour avant le début mars était doublé. Le calendrier grégorien. Alors qu'on pensait le problème résolu pour un bout de temps, ce qui fut le cas, soyons honnêtes car le calendrier julien dura quand même près de 1500 ans, on avait ignoré un petit détail. Comme nous l'avons vu, la durée moyenne de ce calendrier était de 365,25 jours. Or la véritable année, qu'on appelle année tropique, vaut en réalité 365,2422 jours. L'écart entre les deux est infime. Me direz-vous, puisqu'il est de 0,0078 jours par an, soit 11 minutes et 12 secondes. Année après année ces 11 minutes s'ajoutèrent, lentement, mais sûrement, si bien qu'après 10 ans, ce décalage était de 111 minutes, soit 1h40, mais c'était imperceptible. Au bout de 150 ans, le décalage atteignait une journée, mais personne ne s'en rendait vraiment compte. Au bout de 300 ans, il atteignait 2 journées, et etc. Pendant plus de 1000 ans, les tentatives pour rectifier le tir furent toutes abandonnées, si bien qu'après 1500 ans, l'écart était de 10 jours et l'équinoxe de printemps tombait le 11 mars au lieu de tomber le 21 mars. Un petit détail d'importance tout de même. La date de Pâques était calculée en fonction de cet équinoxe. Pâques est le premier dimanche qui suit la première pleine lune suivant l'équinoxe de printemps, et elle dérivait aussi. Les catholiques s'en mêlèrent, et c'est Grégoire XIII qui prit les choses en main en 1582 pour éviter qu'un jour on fête Pâques à Noël.
Grâce aux travaux de Nicolas Copernic qui avait calculé la durée de l'année tropique à 365,2425 jours, il put rédiger une bulle le 24 février 1582, la bulle Inter Gravissima. Il y décrivait la nouvelle réforme du calendrier qui allait donner le jour au calendrier grégorien. Cette bulle contenait deux étapes principales dans l'élaboration du nouveau calendrier. Le rattrapage des 10 jours de décalage. La modification du calendrier pour qu'un tel décalage ne se produise plus. La première étape fut vite réglée et le 4 octobre 1582 fut suivi du 15 octobre 1582. Allez hop, point suivant s'il vous plaît. Pour la deuxième étape, nous allons revenir sur le détail des années bissextiles pour compenser la différence entre l'année calendaire et l'année tropique. Les règles de base et intuitives sont les suivantes. Pour compenser un décalage de 0,1 jour, il suffit d'ajouter ou d'enlever une journée tous les 10 ans pour compenser un décalage de 0,2 jours. Il suffit d'ajouter ou d'enlever une journée tous les 5 ans pour compenser un décalage de 0,25 jours. Il suffit d'ajouter ou d'enlever une journée tous les 4 ans, etc. Logiquement, cela fonctionne de la même manière pour les puissances de 10 différentes. Ainsi par exemple, pour compenser un décalage de 0,01 jour, il suffit d'ajouter ou d'enlever une journée tous les 100 ans. Maintenant que nous connaissons le principe « y a plus qu'à », comme dirait l'autre, comment corriger le calendrier romain? La différence entre 365 jours et 365,25 est de 0,25 jours. C'est donc pour cela que Jules César décida d'ajouter une journée tous les 4 ans, les années bissextiles. La différence entre 365 jours et 365,2425 est de 0,2425 jours et 0,2425 égale 0,25 moins 0,01 plus 0,0025. Donc si on reprend la règle du dessus, plus 0,25 jours égale on ajoute un jour tous les 4 ans. Moins 0,01 jour égale on enlève un jour tous les 100 ans, plus 0,0025 jours égale on ajoute un jour tous les 400 ans. Comme 100 est un multiple de 4 et que 400 est multiple de 4 et de 100, la règle était toute trouvée. Les années multiples de 4 seront bissextiles, les années multiples de 100, bien qu'étant multiples de 4, ne seront pas bissextiles. En fait, comme multiples de 4, on leur ajoute une journée. Mais comme multiples de 100, on leur enlève une journée. Les deux actions s'annulent et au final, l'année n'est pas bissextile. Les années multiples de 400, bien qu'étant multiples de 100, seront bissextiles. Avec le même raisonnement, comme multiples de 4, on leur ajoute une journée, comme multiples de 100, on leur enlève une journée, et comme multiples de 400, on leur ajoute une journée. Les trois actions nous donnent donc plus 1 moins 1 plus 1 égale plus 1. Donc cette année est augmentée d'une journée et est donc bissextile. Le calendrier grégorien a-t-il aussi une limite? Comme on sait que la vraie durée de l'année tropique n'est pas de 365,2425 jours comme l'avait calculé Copernic, mais de 365,2422 jours.
Ce calendrier génère tout de même un décalage de 26 secondes par année, soit un décalage d'un jour tous les 3333 ans, donc on est relativement tranquille à notre échelle. À vous de jouer, sur un cahier propre, et si vous voulez un jour avoir un calendrier portant votre nom. Essayez de calculer comment on pourrait faire pour avoir une année calendaire de 365,2422 jours. Réponse 365,2422 égale 365 plus 0,25 moins 0,01 plus 0,0025 moins 0,00025 moins 0,00005. Donc si on reprend la règle du dessus, plus 0,25 jours égale on ajoute un jour tous les 4 ans, moins 0,01 jours égale on enlève un jour tous les 100 ans, plus 0,0025 jours égale on ajoute un jour tous les 400 ans. Moins 0,00025 jours égale on enlève un jour tous les 4000 ans. Les années multiples de 4000, bien qu'étant multiples de 400, ne seront pas bissextiles. Moins 0,00005 égale on enlève un jour tous les 20 000 ans. Les années multiples de 20 000, qui sont aussi multiples de 4000, auront donc un jour de moins. Elles auront un mois de février de 27 jours. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Le souci, car il y a toujours un souci, c'est que l'année tropique diminue très légèrement de l'ordre de 0,5 secondes par siècle actuellement, de telle sorte qu'on ne sait pas trop si les nouvelles règles que nous avons inventées seront toujours d'actualité en l'an 4000, 8000, 12000, 16000 et surtout 20 000. Et le calendrier julien dans tout ça, existe-t-il toujours? Eh bien, sachez que ce fameux calendrier grégorien ayant été créé par un pape catholique, certaines autres religions ont toujours refusé d'appliquer ce calendrier. Depuis l'année 1582, le décalage entre les deux calendriers s'est encore accru de 3 jours pour arriver à 13 jours aujourd'hui. Explication de ces 13 jours de décalage, depuis la bulle du pape Grégoire XIII. L'année 1600 qui est multiple de 4 est donc bissextile dans le calendrier julien. Par contre, bien que multiple de 100, elle est aussi bissextile dans le calendrier grégorien, car elle est aussi multiple de 400. Cette année ne créa donc pas de décalage. L'année 1700 qui est multiple de 4 est donc bissextile dans le calendrier julien. Par contre, étant multiple de 100 et non multiple de 400, elle n'est pas bissextile dans le calendrier grégorien. Cette année augmenta donc d'un jour la différence, qui passa alors à 11 jours. Les années 1800 et 1900 qui, comme pour l'année 1700, augmentèrent chacune le décalage d'un jour qui passa ainsi à 13 jours. L'année 2000 qui, comme l'année 1600, était multiple de 400 et fut bissextile dans les deux calendriers, n'augmenta pas la différence. Cette différence passera à 14 jours dès l'année 2100 qui ne sera pas bissextile dans le calendrier grégorien et bissextile dans le calendrier julien.
C'est ce décalage de 13 jours qui explique par exemple que le Noël catholique est fêté le 25 décembre alors que le Noël orthodoxe l'est le 7 janvier, 25 décembre plus 13 jours, car le calendrier religieux des orthodoxes est resté basé sur le calendrier julien. Bon, je pense que nous avons suffisamment étudié les calendriers pour ne plus en parler pendant des années. Tout cela pour vous dire que l'étude de la durée de la journée, la durée de l'année fut très importante il y a très longtemps car elle permit de créer et d'affiner les calendriers et surtout d'apprendre à observer les étoiles, le soleil et tout ce qui nous entoure, car vous allez le voir très bientôt, sans une bonne connaissance des mouvements de rotation, la journée, et de révolution, l'année, de la Terre et des planètes, il était impossible de calculer leur distance et donc de connaître l'univers qui nous entoure. Après avoir vu comment siècle après siècle nous avons appris à connaître et à mesurer le temps, nous allons maintenant voir comment les astronomes de l'Antiquité à aujourd'hui ont appris, petit à petit à mesurer les distances du monde qui nous entoure, et vous n'allez pas être au bout de vos surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes de l'astronomie.